Au fil des années, j'ai accumulé de l'expérience dans le domaine dynamique de la science des données et l'analyse des données. Au cours de mon parcours professionnel, j'ai très récemment commencé à travailler comme formateur indépendant en sciences des données. À ce titre, je conçois et dispense des cours complets de sciences des données adaptés aux nouveaux diplômés ainsi qu'aux data scientists de niveau débutant. Ma passion pour la science des données vient du fait que les données ont un potentiel de transformation pour les entreprises et les industries. Grâce à mes initiatives de formation, mon objectif est de transmettre des compétences et des connaissances pratiques à la prochaine génération de spécialistes des données, comblant ainsi le fossé entre la théorie académique et les applications dans le monde réel. Je trouve une grande satisfaction à assister à ces grands moments lors des sessions de formation, où des concepts complexes s'enclenchent pour les étudiants. Actuellement, je suis ravi d'être ici pour partager mon expérience et apprendre de cette communauté dynamique. Embarquons ensemble dans ce voyage où la science des données n'est pas seulement un domaine d'étude, mais un catalyseur d'innovation et d'impact significatif. Merci de m'accueillir. Aujourd'hui, nous plongeons dans un morceau de code fascinant qui combine le traitement de l'image et les réseaux neuronaux à convolution pour la classification des images. Le code est divisé en deux fichiers, process.py et app.py. Explorer les fonctionnalités clés et le flux de haut niveau de ce projet passionnant. Premièrement, dans process.py, nous avons deux fonctions essentielles. La toute première sera en fait une image de bloc. Écrivons-la pour voir à quoi elle ressemble vraiment. Pour commencer, nous devons importer certains modules. Depuis TensorFlow, Keras va importer des couches et des modèles. Ensuite, nous devons définir la fonction image de bloc. À l'intérieur, nous donnerons l'image comme entrée pour définir la hauteur et la largeur, ce qui consiste simplement à obtenir les pixels. Écrivons-le et ensuite j'expliquerai chaque partie. La fonctionnalité sera donc notre liste simple, une liste vide. Ensuite, il faut exécuter. Faisons-le. Oups. Allons à la portée. 0 moins la hauteur plus 1. Ensuite, nous devons connaître l'origine et la portée. 0, forme. 1 moins la largeur plus 1. Enfin, nous devons obtenir les blocs d'image. Tout simplement. Nous aurons essentiellement besoin des pixels. Ce sera donc notre image de bloc. Ensuite, nous devons ajouter la version aplatie du bloc. Il s'agit simplement d'obtenir cela, le tableau. Ensuite, nous devrons retourner la fonctionnalité. Ainsi, cette fonction prend en fait une image et, en entrée, la divise en petits blocs de 8 pixels sur 8, puis aplatit chaque bloc en un seul tableau T. Le résultat est une liste de ces blocs aplatis qui seront utilisés pour l'extraction de fonctionnalités. La deuxième partie sera donc en fait simple CNN. À l'intérieur, nous aurons des données d'entraînement ainsi que des données de test. L'entraînement des données sert simplement à entraîner le modèle dessus et vous devrez ensuite évaluer le modèle final sur les données de test. Mettons simplement le modèle dans models.sequential. À l'intérieur, nous devons utiliser des couches convolutives. Vous devez mettre quelques paramètres à l'intérieur. Nous aurons donc la taille des filtres, la fonction d'activation, qui sera un peu en fait une bonne fonction d'activation simplement parce qu'elle peut éviter ce problème de neurones. Passons à la deuxième couche. Ce sera un maximum boolean en un dimension. Nous nennen Aarons deux. Puis des convolutions en un dimension à nouveau. Cette fois, nous utiliserons réellement 64 et la taille du filtre. Ensuite, nous devons avoir la fonction d'activation de relu.
dans leurs propres problèmes. Ensuite, nous devons aplatir les couches. Au final, on mettra simplement 2 couches denses, 2 couches de pixels, des fonctions d'activation comme d'habitude. Et la couche de sortie, qui doit obtenir le résultat final en disant s'il s'agit d'une image de banane ou d'une image de baie, puisque nous faisons simplement une classification d'images, nous devons compiler le modèle. L'optimiseur sera Atom. En fait, c'est la valeur par défaut. Ensuite, nous avons quelques fonctions de perte. Ce sera un appel de catégorie, une perte d'entropie. Ensuite, quel type de métrique nous utiliserons? De toute évidence, les mesures sont censées être exactes. Simplement, nous essayons de voir comment les résultats de précision changent pour chaque époque dont je parle. Donc X-train, Y-train seront notre entrée. Ensuite, nous avons des tailles de lots qui seront de 32. Ensuite, nous avons eu des époques. Il fonctionnera donc sur une répartition de validation de 10 époques. Ce sera 0,1. Ensuite, nous avons obtenu le modèle de retour final. D'accord. Ainsi, la deuxième fonction, CNN, simple CNN, est le lieu où se produit la magie des réseaux neuronaux à convolution. À l'aide de la bibliothèque Keras, cette fonction définit un modèle CNN simple. Il compile le modèle avec l'optimiseur Atom et la perte d'entropie croisée catégorique, puis entraîne les modèles sur les données d'entrée pour un nombre spécifié d'époques et une taille de lot. Le modèle d'entraînement est ensuite renvoyé. Donc ici, il y a encore une chose que nous devons définir. La fonction simple CNN est utilisée pour créer et entraîner les modèles CNN à l'aide des données pré-traitées. Le modèle fait des prédictions sur les données de test, convertissant les résultats en étiquettes lisibles par Home, BlackBerry ou Banana. L'étiquette de prédiction est ensuite renvoyée. En voici donc plusieurs. En fait, ici, un modèle séquentiel est créé à l'aide de cette API Keras. Il est en réalité constitué de plusieurs couches. La toute première couche est une couche de convolution 1D avec 32 filtres, une taille de filtre de 3. Ensuite, nous avons la fonction d'activation relue à la forme d'entrée de 192,1. Les nombres 32 et 3 représentent les hyperparamètres de cette couche de convolution particulière dans le réseau neuronal. Permettez-moi de décomposer ces valeurs. Ainsi, le nombre de filtres définit le nombre de fonctionnalités ou de modèles différents que la couche peut apprendre. Dans ce cas, la couche comporte 32 filtres. L'augmentation du nombre de filtres permet au réseau de capturer des fonctionnalités plus complexes dans les données d'entrée. Cependant, cela augmente également le coût de calcul. Le choix de 32 filtres est quelque peu arbitraire et est souvent déterminé par l'expérimentation et le réglage. Et la taille du filtre de 3 représente la taille du noyau de convolution ou du filtre. Dans ce cas, la taille du filtre est de 3. Une taille de filtre de 3 signifie que l'opération de convolution prend en compte 3 valeurs consécutives à la fois. Des tailles de filtres plus petites sont efficaces pour capturer des caractéristiques locales, tandis qu'une taille de filtre plus grande peut capturer des modèles plus globaux. Le choix entre 3 est courant et peut être efficace pour de nombreuses tâches. Les valeurs spécifiques telles que 32 et la taille du filtre de 3 sont souvent choisies en fonction de la nature de la tâche. Dans les données complexes et les tests empiriques, il n'existe pas de filtre unique ni de réponse universelle. Il est courant d'expérimenter différentes valeurs d'hyperparamètres pour trouver la configuration qui fonctionne le mieux pour un problème spécifique. Si vous deviez choisir des valeurs différentes comme 65 et une taille de filtre de 4, cela pourrait toujours fonctionner, mais il s'agirait d'une configuration différente qui pourrait avoir des effets différents sur les performances du modèle. Des facteurs tels que la taille
des données d'entrée, la complexité des modèles que vous essayez de capturer, les ressources informatiques disponibles, etc. Nous venons donc de terminer cette partie modèle. Passons simplement à app.py. Nous allons en fait importer quelques bibliothèques et modules. Importons iHome. Ensuite, à partir de la sélection du modèle scikit-learn, nous importerons simplement également les ponts de test de train. Nous allons simplement diviser les données en données d'entraînement et de test. Ensuite, nous devons en utiliser quelques-uns supplémentaires, comme importer des pandas en tant que PD. Il s'agit simplement de créer la trame de données panda, d'importer NumPy en tant que MP. Nous utiliserons ici une fonction NumPy argmax. Ensuite, quelques importations supplémentaires dont nous aurons besoin. Importons simplement également Gradio. Comme vous le savez déjà, Gradio est en fait un excellent outil d'interface. Nous allons donc simplement écrire Create Interface. Cette interface nous permettra de voir comment la classification d'images peut fonctionner réellement dans un environnement réel. Définissons simplement notre fraction. Nous l'appellerons classification d'images. Donc à l'intérieur, nous donnerons deux images, l'image 1 et l'image 2. Ensuite, nous devons tout d'abord obtenir des octets d'images. Les octets d'images fonctionnent vraiment bien. Si vous essayez d'utiliser le même modèle, si vous essayez simplement de créer une petite application dans un visage câlin, nous avons donc déjà des octets d'images. Importons simplement l'image depuis pile. Cela nous permettra tout d'abord de l'extraire du tableau. Donc, image du tableau. Nous utiliserons la première image et nous devrons ensuite la sauvegarder. Octets d'images, utilisons également un format qui sera le format JPG. Puisque nous avons déjà l'image ici, nous devons également l'ouvrir. Cela va être une image ouverte à l'intérieur. Nous utiliserons la première image. Je l'ai déjà ouvert. Créons simplement une image NumPy à l'aide du tableau NumPy. Ensuite, nous devons utiliser en fait les utilitaires Keras importeront l'image flottante, le tableau Ishtar, puis chargeront l'image. D'accord. Voyons d'abord comment ce tableau d'image peut fonctionner. Donc, l'image finale sera en fait un tableau d'images et à l'intérieur, on donnera la version NumPy. Ensuite, nous devons obtenir les images de blocs. Nous utiliserons donc l'image du bloc d'importation du processus ainsi que le simple CNN. Nous devons donc l'utiliser à l'intérieur ici. Nous allons donc simplement essayer d'obtenir l'image du bloc. Bloquer l'image. Et comme nous avons déjà l'image du bloc, nous pouvons l'utiliser ici pour obtenir les pixels. Et l'idée finale est en fait de créer la trame de données Panda à partir de cela. Nous allons donc utiliser une image de bloc à l'intérieur ici. Et puis, il faut aussi avoir une sorte d'étiquette afin de classer facilement les résultats finaux. L'étiquette sera donc en réalité 0. Nous supposons donc que l'étiquette 0 signifie en réalité une image de banane. C'est ainsi que cela définit l'image de la banane. Ensuite, nous ferons les mêmes étapes pour l'image 2, mais plus tard, nous devons créer une longue trame de données finales basée sur la concaténation. Nous allons donc simplement l'utiliser comme image par une. Vous devez le changer en image 2, image de la même manière. Nous le mettrons comme image 2, changeons simplement le nom ici. Nous avons donc créé le deuxième label. Ça va en être un. Et la trame de données finale sera basée sur la concaténation que nous avons déjà obtenue ici. Nous allons juste le mettre ici pour 1 et ici pour 2. Ensuite, nous devons avoir l'axe 0, donc basé sur la trame de données. Avoir un accès 0.
Donc, sur la base du cadre de données, nous obtiendrons x et y. Notre x sera en réalité tout, sauf cette étiquette. Nous devons le supprimer selon la maison. Ensuite, nous utiliserons l'étiquette réelle pour l'étiquette i. Ensuite, nous devrons utiliser la division d'entraînement de test pour obtenir des données d'entraînement et de test. Nous l'utiliserons simplement comme train X, test X, puis le train Y, le test Y. Donc, à l'intérieur, nous mettrons simplement X et Y. Nous devons définir la taille du test. La taille du test sera donc 20% selon le principe de Pareto. Ensuite, nous devons également définir un état aléatoire qui sera 42. C'est bon pour la reproductibilité afin d'obtenir les mêmes valeurs aléatoires. Il faut donc obtenir le modèle final. Le modèle final sera en réalité un simple CNN. À l'intérieur, nous devrons mettre X train, X7, Y train, Y test. Ensuite, nous devons obtenir la prédiction finale. Les prédictions seront donc en réalité des prédictions de points par modèle. À l'intérieur, nous devons faire un test X. Nous devons nous assurer que les prédictions sont réellement de type S. Donc, puisque nous l'avons déjà compris, nous devons obtenir les résultats finaux de la prédiction. Cela sera donc basé sur la fonction argmax. La fonction argmax nous permet d'obtenir le maximum de résultats, mais selon x est 1, nous avons donc ici oublié la toute première chose. Nous devons en fait utiliser deux catégoriques. Catégorique nous permettra d'obtenir simplement i. Il faut également mentionner le nombre de classes. En fait 2. Nous devons celui-ci à partir des utilitaires. Puisque nous l'avons déjà, nous pouvons créer la dernière liste qui sera en réalité une banane et la dernière sera en réalité une baie. Retirons simplement de ces étiquettes le résultat final. Ce sera donc 0. Et puis nous devons créer l'interface finale. L'interface, comme vous le savez déjà, nous allons utiliser la radio. La fonction sera le nom de la fonction que nous avons déjà évoquée ici. Ce sera donc une classification d'images. Ensuite, nous devons définir les entrées. Alors, quel genre d'intrant réel allons-nous utiliser? Nous utiliserons l'image ici de la même manière. Ensuite, nous devons utiliser un exemple. Des exemples qui seront banane.jpg. Et nous devons avoir berry.jpg. Enfin, nous aurons nos sorties. Les sorties seront au format texte. Nous devons lancer cela. Mais avant de le faire, voyons tout d'abord à quoi ressemble réellement l'image du bloc. Nous devons donc prendre cette fonction et l'exécuter dans la fenêtre interactive. D'abord, nous devons effectuer quelques importations supplémentaires. Prenons simplement ces importations, puis faisons quelques autres supplémentaires. Il faut avoir l'image. Pour l'image, nous pouvons la charger avec loadImage. À l'intérieur, nous utiliserons le nom de l'image qui est banane.jpg. Ensuite, nous pouvons simplement l'imprimer. Comme vous pouvez le voir, c'est l'image de la banane. Nous pouvons obtenir le format du tableau à partir de cela. La fonction tableau d'image nous permet donc d'obtenir la version finale. La version du tableau. Ce tableau montre donc quelques nombres. Chaque numéro définit en fait les couleurs RVB dont nous disposons. Les couleurs RVB signifiant rouge, vert et bleu. Mais le bloc d'image nous permet d'obtenir uniquement des pixels. Utilisons également cette image de bloc. Donc, à l'intérieur, nous donnerons simplement un tableau et si nous l'imprimons, vous pouvez voir que ce n'est que le plus petit des résultats. Ainsi, chaque résultat, si vous mettez ces résultats dans le format de cadre de données, nous aurons 192 colonnes pour chaque tableau. Enfin, nous avons également le résultat final qui est réellement ça. Prenons donc tout le code et exécutons-le.
Exécutons donc la dernière interface. Cette interface nous a donc amené à simplement créer une petite interface sur laquelle nous pouvons déposer nos résultats finaux. C'est ici que les choses deviennent vraiment excitantes, l'interface Gradio. Cette bibliothèque, ce code, met en place une interface simple mais puissante pour la classification d'images. L'interface prend 2 images en entrée et génère une étiquette de prédiction. Commençons par la lancer. Très bien, vous voyez ici que nous avons déjà 2 parties d'images. Nous pouvons simplement déposer ici des images. Nous utiliserons une image de banane. Et c'est la dernière image, comme vous pouvez le voir. Lançons-le simplement. Et vous verrez ici qu'il est en réalité en cours de traitement. Alors parlons de cette partie. Ainsi, les images fournies sont en fait des images et des bananes GPJ montrant les performances du modèle dans un cas spécifique. Comme vous pouvez le voir ici, nous essayons simplement de bloquer l'image. Parlons d'abord de la fonction pour bloquer une image. Cela extrait les fonctionnalités. Le simple CNN construit et entraîne le modèle CNN. Et le MeClassifier que nous venons de créer, la classification d'images, relie tout en traitant les images et en faisant des prédictions. Enfin, l'interface Gradio résume tout, permettant aux utilisateurs d'interagir de manière transparente avec le modèle. Alors attendons la finale. Comme vous pouvez le voir, cela peut prendre un certain temps. Cela dépend vraiment de l'image que vous avez. Cela peut prendre un certain temps simplement parce que l'image est vraiment grande, surtout lorsque vous essayez de récupérer les images en bloc qui réduisent la taille que vous pourriez avoir. C'est donc la dernière époque, comme vous pouvez le voir. Et c'est la précision de validation finale que nous avons obtenue. C'est 97%. Et si vous regardez le résultat, vous pouvez voir que c'est juste une banane. Ainsi, dans cet aperçu bref, nous avons exploré les fonctions clés, le flux global et l'importance de l'interface Gradio dans ce projet de classification d'images. Si vous êtes prêts, plongeons-nous dans le code et voyons-le en action. Neural network can classify different photos. Happy coding.